Bien, alors on a encore un peu de temps. Avant qu'on revienne sur les risques, et tu les as évoqués brièvement, mais quand même aussi toujours sur le contenu scientifique, on revienne un peu sur les méthodes actuelles qui font beaucoup parler d'elles. Parce qu'il y a quand même encore des choses à dire. Tu as évoqué très brièvement que justement dans ces grands modèles de langage, il y a ces processus d'hallucination. Et quelque part, est-ce que tu penses qu'elles pourront être éliminées, ce type de fragilité, ou est-ce que ça c'est quelque chose, enfin bon, les large language models, finiront par apparaître comme des gadgets d'intérêt limité. Hem, Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a des directions, un espoir d'éliminer ce genre de problème? Oui, je pense qu'il y a un très bon espoir d'éliminer ces problèmes, mais à mon avis, ça va, requérir des changements, assez majeurs d'architecture. Donc c'est un petit peu, ce que je suggère avec cette idée de Objective Driven AI. Donc des systèmes qui, au lieu de produire, un token après l'autre de manière autorégressive, sans réfléchir à l'avance, en fait, planifient leurs réponses de manière à satisfaire un certain nombre d'objectifs. Et ces objectifs pourraient inclure justement le caractère factuel de la réponse, euh, ou le style de la réponse, ou est-ce que la réponse est compréhensible par un enfant de 13 ans à qui je parle, est-ce qu'elle est toxique pour une certaine culture, etc. Donc, à mon avis, avoir un système qui, par construction, produit une sortie qui satisfait un certain nombre d'objectifs, euh, permettrait de les rendre pilotables, de les rendre factuels, de les rendre sécurisés, d'éliminer la possibilité de jailbreaking qui est possible à l'heure actuelle, et probablement donc de réduire, sinon d'éliminer les problèmes d'hallucination, enfin ces problèmes de non-factualité. Maintenant, il y a des utilisations dans lesquelles on veut que ces systèmes ne soient pas factuels. C'est-à-dire, il y a tout un tas de... C'est un peu le même problème qu'on se pose dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut supprimer la désinformation? Alors d'abord, on n'a pas les techniques d'IA aujourd'hui pour détecter la désinformation. Deuxièmement, on ne sait même pas définir la désinformation, parce que c'est un petit peu dans l'œil de l'observateur, d'une certaine manière. En tout cas, c'est très difficile à faire euh, sans de gros problèmes de censure et de limitation de la liberté d'expression. Et puis, il y a aussi le fait que la désinformation n'est pas forcément dangereuse et dans certains cas tout à fait désirable. On fait la poésie, on écrit la fiction, on se raconte des histoires, des blagues, etc. C'est de la fiction, c'est d'une certaine manière une sorte de désinformation, mais qui n'est pas dangereuse. Mmh. Donc la question, c'est comment détecter éliminer la désinformation dangereuse, aussi bien qu'elle soit produite par des humains ou par des systèmes automatiques. Et alors, une autre faiblesse qui est souvent pointée du doigt, qui est peut-être plus générale à la question des réseaux de neurones profonds, c'est peut-être l'aspect, un peu boîte noire qui peut être assez limitant. Alors, Daniel, qui m'a transmis ces questions, disait aussi quand il en avait parlé avec Yoshua Bengio il y a 2-3 ans, Yoshua Bengio avait l'air d'écarter un peu ce problème en disant: «Bon, ça a rien de particulièrement inquiétant, ça sera résolu en Oui. temps et en œuvre». Qu'est-ce que toi tu en penses? J'ai une opinion encore plus, encore plus extrême. C'est-à-dire que je ne pense pas que l'explicabilité soit utile. Euh, les humains ne sont pas explicables. Les chiens encore moins. Encore les humains peuvent essayer d'expliquer pourquoi, de rationaliser pourquoi ils prennent une décision particulière ou pourquoi ils ont choisi une séquence d'actions. Pas les chiens. Mais on utilise les chiens pour tout un tas de choses. Il y a tout un tas de choses qu'on fait dans le monde moderne pour lesquelles on n'a pas d'explication particulière et on sait que ça marche. Par exemple, on utilise du lithium pour traiter euh, la cyclothymie ou le euh, syndrome maniaco-dépressif. Euh, on n'a absolument aucune idée comment ça marche, mais ça marche. Donc l'explicabilité ne sert pas à grand-chose en fait. Elle rassure, mais elle ne sert pas à grand-chose. Donc par exemple, je m'inscris en faux contre une loi qui a été passée par la Communauté européenne il y a quelques années sur le fait que toute décision qui est prise par un système automatique doit être explicable. Euh, c'est stupide. C'est d'autant plus stupide que euh, euh, cette loi a dû être modifiée. On a dû faire un trou dedans pour permettre une autre loi de la Communauté européenne qui oblige toutes les voitures à avoir un système de freinage automatique, de détection d'obstacles et freinage automatique qui s'appelle AEBS, Automatic Emergency Braking System. C'est des systèmes qui sauvent des vies, hein, ça réduit les collisions de 40% à peu près. Et il y a ça dans toutes les voitures qui sortent en Europe maintenant.
C'est un réseau convolutif. Le marché est dominé par Mobileye, qui a 80% du marché. C'est un réseau convolutif. Pas explicable, mais ça marche. Ça sauve des vies. Donc, il faut se méfier de ce qu'on veut. Euh, Votre chauffeur de taxi n'est pas explicable dans la manière dont il conduit. Euh, Même un médecin qui fait, je sais pas, diagnostic d'une appendicite, par exemple, en vous appuyant sur le ventre et en essayant de jauger la résistance des muscles dans l'abdomen. Il n'y a pas d'explication à ça. C'est l'expérience, en fait, qui permet aux médecins de faire ça. C'est d'ailleurs pas très fiable. Euh, mais c'est pas vraiment explicable. Si toutes les décisions qui étaient faites par les humains étaient explicables, on pourrait apprendre toutes les compétences en lisant des bouquins. Mais non, c'est pas possible. Il faut l'expérience avec le monde réel. Donc ça veut dire qu'il y a plein de choses qu'on fait qui sont pas explicables. Et c'est pareil pour les machines. Il faut accepter le fait qu'elles vont être complexes, que les décisions qu'elles vont prendre vont être complexes et qu'elles seront vraiment difficiles à expliquer. Ceci dit, ce ne sont pas des boîtes noires. On peut regarder dedans, on peut tout observer, mais c'est des comportements collectifs émergents, donc bien sûr, c'est compliqué à comprendre. Ouais, c'est une question super importante que tu soulèves aussi sur l'explicabilité. Et au fond, je me demande s'il n'y a pas aussi une distinction à faire en termes des domaines d'application. D'ailleurs, c'est quelque chose que tu proposes sur notamment la régulation en général, qu'il faut vraiment faire attention à ne pas faire de la même façon sur différents domaines. Comme tu l'as souligné, il y a des exemples où peut-être il y a une efficacité à sauver des vies et la priorité, c'est déjà ça. Mais il y a peut-être... Alors, j'ai envie de faire un parallèle chez l'humain parce que on s'intéresse à la cognition chez l'humain, et notamment quand on est dans une dimension dialogue avec un humain aura tendance à avoir des attentes vis-à-vis de l'agent conversationnel, à lui attribuer des intentions et autres qui peuvent plaquer dessus, qui sont les mêmes qu'il peut avoir d'autres humains. Donc, il faut se méfier de ça. Et au fond, il y a cette vision que chez l'humain, c'est l'explicabilité, même si elle n'est pas parfaite, mais on essaie d'expliquer pourquoi on a pris une décision, et une dimension, un ingrédient très important de la cognition sociale. Il y a même Dan Bien sûr. Sperber, Hugo Mercier, qui ont une théorie argumentative, comme quoi peut-être même qu'une partie de nos facultés de raisonnement s'est développée principalement comme ça, pour se justifier dans un contexte social. Oui, Donc ça veut c'est dire très qu'il y a possible. peut-être des contextes dans lesquels c'est important de pouvoir dire, d'expliquer pourquoi on a pris telle décision ou telle autre. Donc, enfin, pour les humains, c'est clair que c'est très important pour la dissémination du savoir. Et puis aussi pour établir des relations de confiance. C'est-à-dire que euh, pour, pour établir que ce que nous dit quelqu'un est fiable, il faut soit que cette personne nous fournisse une explication du raisonnement qui met un peu de lumière sur la raison pour laquelle la personne nous dit ce qu'elle nous dit. Donc, il nous dit, c'est pas simplement ce que ce que l'intuition de la personne suggère. Il y a une bonne raison pour tout ça. Ou il faut que le, ce que la personne en question dit ait été testé encore et encore de manière fiable. C'est-à-dire, donc par exemple, euh, on sait qu'on vole les avions, plus ou moins. On ne peut pas prédire tous les détails de comment on vole un avion. En fait, il y a tout un tas d'explications très compliquées sur qu'est-ce qui produit la portance d'une aile. Et c'est en fait extrêmement compliqué à expliquer à quelqu'un qui n'est pas vraiment féru de physique. On fait tout ça sans prédire la position et la vitesse de chaque molécule d'air. Il n'y a pas besoin. Euh, On peut expliquer qu'un avion ne tombera pas spontanément, qu'il y a tout un tas d'études sur la résistance des matériaux qui ferait qu'il ne va pas perdre une aile en plein vol, que les turboréacteurs sont raffinés de telle manière qu'ils ne vont pas exploser ou prendre feu, etc. Ce qui fait que maintenant, on peut traverser l'Atlantique sur un biréacteur en toute sécurité, de manière complètement fiable. Et donc, on peut essayer de donner des explications de pourquoi c'est fiable, et des systèmes redondants, etc., etc. On a des années d'expérience. Mais à la fin, la seule chose qui compte, c'est regarder les statistiques et de voir que effectivement, il y a un crash pour je ne sais pas combien de millions ou milliards de kilomètres parcourus par passager, et que donc c'est incroyablement fiable, beaucoup plus fiable que la voiture, par exemple, etc. Donc il y a deux méthodes là. Essayer d'expliquer pourquoi voler dans un avion, c'est fiable, ou simplement regarder les statistiques. Et pour une personne qui a peur en avion,
c'est toujours regarder les statistiques qui est plus convaincant. Expliquer pourquoi un avion vole, en fait, c'est une explication incroyablement compliquée qui requiert des connaissances en génie mécanique, En euh, thermodynamique. Oui. thermodynamique, etc., qui sont incroyables. On se demande comment c'est possible qu'un avion de 400 tonnes puisse tenir en l'air et, euh, et comment un turboréacteur puisse résister aux chaleurs incroyables qui se trouvent dedans et être si fiable. Et chaque explication qu'on va donner, en fait, va mettre plus de doute dans l'esprit de la personne sur la fiabilité du système. Il dit, mais c'est tellement compliqué, il y a bien quelque chose qui va, qui va, euh, qui va flancher à un moment ou à un autre. Euh, donc, il y a deux manières d'établir la confiance, hein. Un, c'est l'expérience, et puis l'autre, c'est l'explication. Et l'expérience est beaucoup plus fiable. Pareil pour les médicaments. On fait des essais cliniques, expliquer pourquoi un médicament fonctionne n'est pas aussi efficace que conduire un, un test clinique. Jusqu'aux années 70, on ne savait pas comment l'aspirine fonctionnait, pourtant c'était le médicament le plus utilisé au monde, Après, les choses peuvent se faire dans un deuxième temps, et c'est bien l'investigation sûr. scientifique qui cherche à comprendre pourquoi. Bah Et, oui, c'est toujours et ça peut nécessaire, être, mais voilà. Et ça peut oui, être absurde de se placer à une mauvaise échelle comme celle des molécules pour comprendre le vol de l'avion, on comprend oui. le principe général, mais à d'autres échelles, il y a des explications quand même à trouver et qui peut-être permettent ensuite de passer à des idées aux générations futures, technologiquement parlant. Alors, je voudrais qu'on parle des risques. C'est quand même important. Oui. Effectivement, le débat actuel, il est sur les risques existentiels, potentiellement à 10 ans, 20 ans, 30 ans. Déjà, dans certaines auditions qu'on a réalisées, on en a discuté avec d'autres personnes, et puis il y a des fois une dimension non fondée ou parfois un peu romantique. Parfois même, il y a une dimension communication, hein, en fonction de qui annonce ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un débat, et notamment sur les risques actuels. Déjà, il y a des choses actuellement qui posent problème, des choses à court terme. Pour toi, quels sont les risques importants en lien avec l'IA qu'il faut vraiment discuter? Alors, il y a des risques dus voilà, disons, les technologies de communication en général, qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'IA et qui existent déjà, mais que les gens associent à l'IA pour une raison qui est un petit peu mystérieuse. Donc, par exemple, les gens associent des phénomènes qui se sont passés sur les réseaux sociaux dans le passé, qui se passent beaucoup moins maintenant, euh, à l'utilisation de l'IA, en tout cas du machine learning. Donc, par exemple, pour les algorithmes de ranking sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube, et puis de ranking aussi pour les moteurs de recherche. On, on a dit oui, ça conduit à des bulles d'informations dans lesquelles les gens ne voient que les informations qui confirment leurs opinions existantes. Alors ça, c'était peut-être vrai en 2015, c'est plus vrai. C'est plus vrai du tout. Il y a des systèmes de ranking maintenant sont faits justement pour exposer les gens à des systèmes divers. Donc ça n'a pas à voir avec l'utilisation du machine learning, qui est d'ailleurs en l'occurrence relativement simple. C'est pas du deep learning de haut vol, Hmm. parce que ça doit tourner très rapidement, des milliards de fois par jour. Donc, c'est forcément des choses relativement simples. Euh, c'est dû en fait à une bonne définition d'objectif. Ouais. On vient toujours un petit peu à cette question. Quel objectif optimiser pour rendre le système utile et pas dangereux à long terme, quoi. Ouais. Bon, donc il y a déjà ça. Ensuite, il y a des gens qui disent la disponibilité des systèmes des LLM va permettre à des gens mal intentionnés de disséminer de la désinformation en quantité énorme, qui sera et ça va faire empirer le problème euh, qui existe déjà, une certaine partie de la population a du mal à faire la différence entre l'information et la désinformation. Hmm. Alors à ça, d'abord, il faut répondre que ça existe déjà sans IA, c'est-à-dire, par exemple, QAnon, hein, qui est Ouais. des gens qui ont été assez influents aux États-Unis sur les théories complotistes. C'est deux gars, hein. Il n'y a pas d'IA, c'est juste deux mecs. Et ce qu'ils ont, par contre, c'est un réseau de redistribution de leur contenu. La plupart des contenus, quand ils sont dangereux au niveau des informations, dangereux pour la santé publique, par exemple, sont supprimés automatiquement par les réseaux sociaux, donc ils ne sont pas en fait disséminés énormément. Euh, mais les gens qui veulent trouver l'information vont la trouver, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens sont sensibles
On a l'impression qu'ils sont plus sensibles maintenant à la désinformation qu'ils étaient dans le passé. Alors, il y a des études très sérieuses qui montrent que c'est pas le cas. En fait, les gens sont pas plus sensibles à la désinformation maintenant qu'ils étaient dans le passé. C'est plutôt constant. Mais peut-être c'est plus visible. Et Mm. puis, peut-être dans certains cas, les conséquences de ça ont été plus visibles et donc les gens sont plus intéressés à la question. Mais c'est dans des études sérieuses, hein, académiques des sciences sociales qui mesurent la sensibilité à la désinformation, qui montrent que d'une part, c'est essentiellement les gens plutôt âgés qui sont sensibles à la désinformation, pas trop les gens jeunes qui ont grandi avec l'Internet, qui sont beaucoup plus sceptiques. Et puis, d'autre part, euh, ça n'a pas particulièrement empiré en fait ces dernières années. Donc, il faut garder un petit peu la tête froide. Et puis la deuxième chose, surtout, c'est que la modération de contenu sur les réseaux sociaux, par exemple, utilise massivement l'IA. En fait, ça a fait des progrès absolument énormes ces dernières années. C'est-à-dire que avant, avant les grands transformeurs pré-entraînés de manière autosupervisée, etc., à la BERT, quoi, il y a 5 ans, sur Facebook, par exemple, la proportion de discours haineux qui étaient supprimés automatiquement par des systèmes d'IA avant qui que ce soit ne les voit était d'environ 25%. Le reste était signalé par les utilisateurs et puis ensuite supprimé manuellement, en fait. Euh, L'année dernière, c'était 95%. Et la différence, c'est rien d'autre que l'utilisation massive de gros transformers pré-entraînés, self-supervised, multilingues, etc., pour que ça marche dans toutes les langues du monde, parce que c'est compliqué quand même de détecter le discours haineux dans toutes les langues du monde. Et puis bon, il y avait beaucoup d'élections, de choses comme ça, un petit peu de courants sociaux, de conflits ethniques et religieux, etc. dans le monde. Donc Facebook a décidé en fait d'être assez strict en fait sur la suppression de discours haineux. Cette année, la proportion qui est supprimée automatiquement est un peu plus basse parce que les tournevis ont été ajustés parce que bon, le climat est un petit peu moins sulfureux. Euh, et donc, c'est toujours le compromis entre liberté d'expression et censure, en fait. Euh, mais là, l'IA fait partie de la solution. C'est pas le problème, c'est la solution. Mm. Mm. Donc ensuite, évidemment, dans le futur, il y a des gens qui vont utiliser des LLM ou des choses comme ça pour essayer de produire des informations. Le problème de la désinformation n'est pas la production, mais c'est la dissémination. Et en même temps, les entreprises qui ont les meilleurs systèmes d'IA pour justement détecter ce genre de désinformation sont justement les entreprises qui sont dans le domaine des réseaux sociaux, des systèmes de communication, etc. C'est Meta, Google, Microsoft Mm. euh, et autres. Alors, il y a un truc très important que tu dis en filigrane, et tu as raison, c'est important de le souligner, c'est qu'au fond, dès qu'on parle des risques de l'IA, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi tout un potentiel de contribution positive à la société. Et il faut le Oui, rappeler, de dire l'IA peut nous aider justement à faire des choses, à améliorer. Donc, il ne s'agit pas de stigmatiser. Et puis, c'est vrai que dans toute la mystification qu'il y a autour de l'IA, il y a ce risque-là quelque part. Donc, il faut oui. effectivement se poser, voir les avantages, les désavantages. Mais Et aussi, c'est enfin, ouais, surtout en ce qui concerne les progrès de la science, de la médecine, la sécurité routière, voilà. que je disais Ouais, ouais. précédemment, des systèmes de détection de tumeurs dans les mammogrammes, des choses comme ça, les mammographies. Donc, c'est les progrès, en fait, qui vont dans la vie de tous les jours, et puis la préservation de la vie, si on veut, et puis le bien-être, grâce à l'IA, vont être énormes. Hein. Hmm. On peut, comme toute technologie, il y a des risques. On utilise des voitures, les voitures tuent des milliers de personnes par an en France, mais on est prêt à, à faire ce compromis. Donc la question, c'est quel compromis est-ce que la société est prête à Hmm. accepter pour l'IA et quels sont les vrais dangers. Il y a beaucoup de dangers de l'IA qui ont été formulés, qui sont des dangers imaginaires. Un en particulier, c'est le danger d'extinction. Hmm. Est-ce que un scénario à la Terminator dans lequel un beau jour on découvre les secrets de l'intelligence de niveau humain ou surhumain, et puis on allume le système, et puis dans la minute, il devient plus intelligent que toute l'humanité et domine Hmm. l'humanité, élimine l'humanité. Il y a tout un tas de scénarios de science-fiction dans les films ou les romans qui parlent de ça. En fait, ça, c'est complètement improbable. Et Hmm.
ça, Ça ça peut fait même des nous détourner des risques immédiats, des vraies questions, quelque absolument, part. absolument. Ouais, ouais. En plus, c'est penser que ces scénarios sont réalistes, en fait, est une négation de tout ce qu'on connaît sur la manière dont fonctionne le monde, la technologie, le progrès, etc. C'est-à-dire, c'est c'est un scénario, la James Bond peut-être, Bon. mais Après, pas. voilà, il y aura peut-être des gens qui auront envie de faire ce genre de choses, donc il faut rester vigilant, voilà, mais c'est peut-être pas Oui, la question la plus importante aujourd'hui. Je oui, trouve qu'il y a une deuxième dimension dans ce que tu dis, c'est qu'il y a un certain nombre de risques qui sont pas spécifiques à l'IA, qui précèdent l'IA, mais on peut quand même se demander, comme toute technologie qui arrive, est-ce qu'il y a pas des fois une amplification d'un risque existant qui peut être fait par la technologie? Donc justement, peut-être que le fait qu'il y ait de plus en plus de contenu, heu, dont c'est pas clair si c'est vrai ou c'est faux, ça peut être une des choses. Le fait que quand on a un processus mono-objectif, hein, il faut capter l'utilisateur, l'engager, bah, si on utilise de l'IA pour le profiler, lui proposer des choses qui correspondent bien, bah, on va maximiser ça encore plus, mais finalement le oui, problème, c'est le mono-objectif, comme tu l'as souligné. oui, absolument. On peut se dire aussi, peut-être, la question d'exploiter des humains pour, labelliser des images ou des contenus, et des fois des contenus, qui peuvent être très durs, à avoir, choquants. Bah, comme l'IA, on a besoin les algorithmes d'IA, on a besoin de les nourrir avec ce type de labellisation. Est-ce que ça, c'est pas aussi un problème? Comment on peut le gérer, selon toi? Je sais pas, c'est moins un problème que d'envoyer les gens piocher dans les mines ou pendant des mois en mer pour conduire un bateau. Enfin, c'est bon, c'est des métiers difficiles qui sont pas pour tout le monde, mais qui sont euh, proportionnellement plutôt, plutôt bien payés en fait dans les pays où ils se passent. Mais effectivement, Mmh. l'étiquetage de données, bon, on en a fait plus de cas que, je pense, que la magnitude du problème. Donc, il y a effectivement des gens en Inde, en Afrique qui vivent Mmh. d'étiqueter des images, des textes, etc. C'est qui en vivent bien. Euh, euh, et la raison pour laquelle c'est en Inde et en Afrique, bien sûr, c'est parce que la main-d'œuvre est moins chère, hein, ça, il n'y a Ouais. pas de doute. Et puis les gens parlent anglais, Mmh. donc ça le rend possible. Mais faut pas se voiler la face sur le capitalisme. Euh, mais encore une fois, bon, c'est euh, c'est c'est des métiers qui sont. Enfin, je préférerais faire ça à aller creuser du charbon dans une mine, hein, ça, il n'y a pas de doute. Ou des diamants en Afrique du Sud. Mmh. Enfin, il n'y en a plus beaucoup en Afrique du Sud. Oui, Donc, ouais. ouais, ouais. Euh, moi, euh, c'est pas pour tout le monde. Il faut avoir effectivement Mmh. les nerfs assez solides. Et au fond, sans que ce soit un problème spécifique à l'IA, tu le dis, enfin, peut-être que même d'ailleurs le fait que ça soit remis en lumière avec l'utilisation de l'IA, c'est peut-être une occasion renouvelée de discuter de cette question de l'exploitation, ou de certains problèmes comme ça. Je me demande quand Enfin, même, il y a aussi de l'Organisation économique du monde, de la disparité entre les pays, entre voilà, les bah oui, il cultures, faut etc. dire Bon. discuter de ces Donc ça, choses. c'est des problèmes qui ne vont ni être magnifiés, ni résolus par l'IA, j'en ai peur. C'est des problèmes politiques. Ah, peut-être que l'IA pourrait nous aider à trouver des solutions C'est alternatives ou des possible, façons de modifier, c'est possible. un autre risque qui me paraît important, c'est face, enfin avec les questions de l'environnement, réchauffement climatique, les coûts énergétiques. Au fond, c'est vrai que, nous tous, quoi, chercheurs en IA, en robotique, qui utilisons des calculs intensifs, on doit se poser la question de l'empreinte énergétique. Et donc il y a certains de ces algorithmes, notamment des grands, modèles, qui ont besoin d'énormément d'énergie. Donc comment tu vois les choses? Qu'est-ce qui peut être amélioré sur ce côté-là? Alors, déjà, dans disons, l'image complète de la consommation énergétique dans le monde, tout ça, en fait, c'est relativement faible. C'est quasiment négligeable. C'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une incitation absolument gigantesque pour les grandes entreprises à minimiser l'énergie qui est dépensée dans ces systèmes. Mmh. Parce qu'en fait, c'est un poste principal de leurs dépenses. Euh, et la conséquence de ça, qui est intéressante, c'est que la proportion de l'énergie électrique consommée dans la technologie de l'information d'une manière générale et les centres de calcul, les centres de données, et l'IA en particulier, est constante. Elle n'augmente pas. C'est-à-dire que la totalité de toute la technologie d'information, hein, consommation électrique, c'est à peu près 6% euh, l'énergie totale dans le monde.
Là-dedans, les data centers qui sont utilisés par Google, Facebook et toute l'industrie, c'est 2 à 3% de l'énergie totale. C'est pas négligeable, mais c'est pas gigantesque. Et c'est constant. Ça n'augmente pas. La quantité de calcul augmente exponentiellement parce que l'efficacité des calculs augmente exponentiellement par unité d'énergie dépensée. Mais la quantité d'énergie consommée là-dedans est constante. Et la raison pour laquelle elle est constante est économique. C'est-à-dire que si vous êtes français, vous utilisez Facebook ou Instagram, Meta va gagner peut-être 10 à 15 euros par an avec les pubs sur lesquels vous allez cliquer une fois de temps en temps. Et donc, ne peut pas dépenser plus que quelques euros par an en énergie pour les services rendus. C'est limité par ça. Et la proportion de revenus levés par Meta, par personne, n'augmente pas particulièrement. Le nombre de personnes augmente un peu, mais pas plus très vite d'ailleurs. D'ailleurs, elle a même décru en 2022. Mais les revenus n'augmentent pas à une vitesse énorme. Et donc, cette énergie consommée est constante. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les opérations de Facebook sont neutres au niveau carbone. Facebook est l'acheteur le plus important d'énergie renouvelable aux États-Unis. Alors bien sûr, là-dedans, il y a des trades. Hein, parce que on a besoin d'énergie solaire et au moment où il n'y a pas de soleil, donc bon, etc. Voilà. Et puis, il y a des projets qui utilisent l'IA maintenant, dont l'objectif principal est essayer de trouver des solutions au changement climatique. Donc, par exemple, un projet qui a été monté par mes collègues à faire, qui s'appelle opencatalyst.org, donc c'est open-catalyst avec un y.org. Et ce projet consiste à utiliser les superordinateurs de Meta pour faire des calculs de dynamique moléculaire, pour essayer de prédire quelle est l'interaction entre une molécule d'eau et un substrat, un catalyseur, etc., avec des composés connus, et utiliser ces bases de données pour entraîner un système d'apprentissage, deep learning, d'IA, à essayer de trouver de nouveaux composés qui permettraient de catalyser la réaction de séparation d'hydrogène et l'oxygène avec l'électricité. Hein. Parce que si on pouvait avoir un système comme ça pour faire l'hydrogène à partir de l'électricité, on pourrait tapisser un petit désert de panneaux solaires et puis stocker l'énergie et l'envoyer où on en a besoin sous forme d'hydrogène ou de méthane. Et ce serait un pas énorme vers la résolution du changement climatique. Et bon, on ne sait pas si ça va marcher, hein, c'est un projet de recherche, c'est une recherche ouverte, collaborative, d'ailleurs n'importe qui peut participer, les données sont disponibles de manière ouverte et gratuite. Il y a une espèce de leaderboard, donc de compétition constante dans lequel les gens peuvent participer pour essayer de trouver les meilleurs catalyseurs. Et c'est important de résoudre cette question parce qu'on sait faire la séparation de l'hydrogène de l'oxygène, mais les méthodes qu'on a sont soit efficaces, soit peu chères et donc possible de passer à l'échelle, mais pas les deux. Et les catalyseurs efficaces, c'est du platine, c'est beaucoup trop cher, on ne peut pas passer à l'échelle. Et puis, sans catalyseur, c'est pas efficace. Donc voilà. Non, mais nul doute que les techniques d'IA ont un potentiel énorme de nous aider à résoudre énormément de problèmes, à comprendre mieux le monde. Alors, j'ai une dernière question à te poser, je crois qu'on a encore quelques minutes à peine, qui pourrait être vue un peu comme un risque, mais c'est aussi une question finalement de l'organisation de la recherche en IA. Au fond, il y a aussi, et c'est pas spécifique à l'IA, hein, ça s'est passé avant avec d'autres technologies, mais bon, ben, en ce moment, beaucoup de choses, les moyens pour avancer sur la recherche en IA sont beaucoup plus forts chez des grands industriels, les géants du web, et il y a un affaiblissement des universités. Alors, il y a un certain nombre de collègues, et comme toi, finalement, tu gardes un pied dans une université, dans le milieu industriel. Comment tu vois les choses? Quelle complémentarité? Qu'est-ce que ça permet de faire? Et qu'est-ce que tu crois qu'il faudrait faire pour les universités dans ce contexte? Alors oui, la raison pour laquelle je garde un pied à l'université, c'est que je pense que les recherches qui sont faites en industrie et en université sont complémentaires. Il y a beaucoup de bonnes idées qui viennent des universités et qui n'ont pas besoin nécessairement d'énormes moyens de calcul pour être montrées, si ce n'est que sur des problèmes jouets. Un bon exemple de ça, en fait, ces dernières années, c'est toute l'idée
d'attention dans le réseau de neurones, en fait, Mm. qui vient du laboratoire du Yoshua Bengio à Montréal, avec un stagiaire en master et un postdoc à l'époque qui s'appelait Kyung Yoon Cho, qui est maintenant un collègue à NYU. Et, et, euh, et cette idée s'est répandue comme une traînée de poudre, a permis de faire des systèmes de traduction, par exemple, aux alentours de 2015-2016, qui marchaient bien mieux que ce qu'on avait avant. Donc la raison pour laquelle vous voyez des bonnes traductions maintenant, en fait, est en partie due à cet impact. Et puis, qui a donné naissance, en fait, aux architectures transformers, dont l'idée est que si on se repose sur ces méthodes d'attention, en fait, de manière assez massive, on a des propriétés vraiment intéressantes, des réseaux avec des propriétés intéressantes. Donc, les progrès qu'on a vus récemment, en fait, viennent d'une recherche à l'origine universitaire. Donc, beaucoup de bonnes idées viennent des universités, nouvelles manières de faire les choses. L'industrie tend à être beaucoup plus pilotée par des modes Mm. parce que quand on développe des produits, il faut aller avec ce qui marche. Donc, Mm. on a, on a un petit peu moins le temps de lever le nez du guidon. Alors, en fait, ce qu'on a à Meta, c'est qu'on a une espèce de fusée à plusieurs étages, hein. Il y a FAIR qui fait la recherche fondamentale. En fait, FAIR lui-même est divisé en deux sous-labos. Un qui s'appelle FAIR Labs, qui est vraiment de la recherche bottom-up, déterminée par les chercheurs eux-mêmes, etc., avec des petites équipes, etc., pas trop d'ingénieurs. Et puis FAIR Axel, qui est plus avec des projets un peu plus organisés, un peu plus gros, avec plus de support d'ingénieurs, etc., plus de moyens de calcul. Et puis ensuite, des groupes de développement avancé de produits Mm. qui font passer l'échelle, qui font marcher ça, etc., qui, eux, ont beaucoup moins de temps de faire de la recherche et d'essayer de changer les choses. Donc, il faut un peu tout ça. Et puis, en collaboration avec Fair Labs, beaucoup de collaboration avec les universités. Donc, par exemple, à Paris, on a une trentaine d'étudiants en doctorat, en résident, en CIFRE, Mm. qui font un travail extraordinaire et qui essaiment l'écosystème français de R&D en IA, d'ailleurs. Et on est peut-être la plus grosse école doctorale d'IA en France, bizarrement. Et tout ça, bien sûr, est en collaboration avec des labos universitaires, avec l'INRIA, etc., qui sont co-auteurs de tous les papiers, etc. Mais bon, ça pose un vrai problème, qui est que si on s'intéresse dans une université à une application, telle que, je ne sais pas, des applications en vision ou des applications bien connues en reconnaissance de la parole, en traduction, en système de dialogue, on ne va pas battre les records Mm. des systèmes industriels dans lesquels il y a des équipes énormes, des moyens de calcul monstrueux, etc. Donc, il ne faut pas se mettre sur ce terrain. Il Mm. faut produire de nouvelles idées, de nouvelles manières de faire les choses, essayer d'imaginer imaginer le futur, faire un peu de théorie parce qu'on en manque euh, etc. Mais il faut quand même que les gouvernements mettent à disposition des universitaires des moyens de calcul non négligeables. En France, en fait, on a eu un peu la chance d'avoir accès au calculateur Jean Zay Ouais. qui a été en service assez tôt et qui a permis à la recherche universitaire française en fait, d'utiliser des GPU relativement rapidement. Puis là, il y a une deuxième vague de système de calcul qui va être faite. Les États-Unis, un peu en retard, commencent à réaliser que oui, il faudrait mettre des moyens de calcul à disposition des universitaires et d'autres pays aussi. Je pense que ça, c'est la chose essentielle. Mm. Bon, vraiment, un grand merci, Yann. C'est super intéressant. Plein de bonnes choses à toi. Passe un bel été et Merci. puis à bientôt. À bientôt.